Docteur, peut-être qu'il pourrait nous redire sur quelle thématique il a rédigé sa thèse de doctorat, sous la direction de qui, et qui va intervenir ensuite sur la question de la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger. Donc, bienvenue une nouvelle fois. Quelques mots de présentation peut-être complémentaires pour mieux vous connaître. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole, que je prends évidemment avec infiniment de plaisir. Je suis Pierre Claver-Camguin, j'ai soutenu en 2022 ma thèse de doctorat à l'Université Côte d'Azur, c'est à Nice, sur le thème « Les délais de procédure, essai d'une théorie générale » sous la direction de Monsieur le professeur Yves Strickler. Très bien, très bien. Donc les délais de procédure, effectivement, on comprend qu'on retrouve quand même un peu le sujet ici, dans la mobilité du plaideur à l'étranger. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Merci une fois de plus, Monsieur le Président. Je prends la parole avec évidemment infiniment de plaisir, je l'ai dit. Infiniment de plaisir tout d'abord parce que Vanessa, Marie et Mathieu, enfin, si j'ose cette soudaine familiarité, m'ont fait l'honneur et l'amitié de m'associer à ce très beau colloque. Infiniment de plaisir ensuite parce que c'est ma toute première fois de séjourner en terre corse et j'ai pu déjà depuis hier témoigner de la beauté de son paysage mais aussi de l'hospitalité de ses populations. Pour tout cela, je suis très reconnaissant et je voudrais vous dire toute ma gratitude et je voudrais m'empresser donc de m'associer aux précédents intervenants pour remercier l'équipe méditerranéenne de recherche juridique qui, dans le cadre de cette activité, a pris toutes les dispositions pour assurer notre mobilité. Et parlant de mobilité, je souhaiterais dire quelques mots sur la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger. Et à ce propos, il convient de noter d'emblée que le procès est généralement décrit comme une tragédie ou une dramaturgie reposant sur une unité de temps, de lieu et d'action. Et la réalisation de cette triple unité passe nécessairement et inéluctablement par la présence physique des différents acteurs du procès. Et de manière générale, hormis l'hypothèse exceptionnelle dans laquelle le tribunal se déplace pour aller à la rencontre des justiciables, ce que l'on appelle les audiences foraines, eh bien, ce sont les parties qui, elles, doivent se déplacer pour venir comparaître devant le juge. C'est donc dans ce contexte que l'on peut parler de la mobilité du plaideur, expression qui me semble, à bien des égards, la plus adaptée pour mettre en évidence l'aspect géographique de la comparution devant le juge. Et sous cet angle, la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger s'entend donc de la possibilité offerte aux demandeurs ou aux défendeurs dans le cadre d'un procès eh bien, de se déplacer d'un pays à un autre en vue eh bien, de participer à un procès qui le concerne. Et d'assez longue date, la question de la mobilité du plaideur a occupé une place centrale, une place importante dans l'organisation du procès. Dans l'Empire romain, par exemple, l'étendue du territoire justifiait que l'on puisse accorder des délais supplémentaires à la partie qui était géographiquement éloignée du tribunal. Et même de ce fait, des règles procédurales, notamment en matière civile et en matière pénale, qui reposaient sur le principe selon lequel on ne peut plaider par procureur, eh bien, permettait que l'on puisse, en tout état de cause, faciliter la mobilité de la partie la plus éloignée. Parce que la règle était justement que l'on ne pouvait rendre des jugements in absentia, c'est-à-dire en l'absence de l'une des parties. Et plus récemment, avec le développement technologique, on a pu simplifier la mobilité des personnes, mais également cette situation a soulevé des questions relatives au financement de la mobilité. Et c'est à ce stade qu'intervient l'aspect économique du procès que nous allons mobiliser un peu plus tard dans la réflexion. Et de nos jours, donc, avec l'influence des exigences du procès équitable, la problématique de la mobilité du plaideur se pose en termes de contraintes. Contraintes tout d'abord pour le plaideur, qui, selon sa position dans le procès, doit prendre des dispositions pour engager ou répondre à une action introduite dans un pays étranger. Contrainte ensuite pour le service public de la justice, qui est pris entre deux vents contraires, à savoir d'une part la protection des droits de la défense et d'autre part la nécessité de rendre des jugements dans un délai raisonnable. Contrainte enfin pour l'État, qui à travers ses services consulaires doit pouvoir prendre des mesures destinées à
rendre effective la mobilité donc, de l'étranger sur le territoire français. Et face à ces contraintes, on comprend donc que plusieurs États puissent adopter sur le terrain du droit international privé des mesures tendant à protéger leurs nationaux, notamment lorsqu'ils sont demandeurs. Tel est notamment le cas de l'article 14 du Code civil, qui permet que soit attrait devant les juridictions françaises l'étranger qui, même ne résidant pas sur le territoire français, aura contracté des obligations envers des Français en France ou à l'étranger. Il s'agit donc d'une mesure dite de protection ou alors de privilège de nationalité qui permet donc de faire obstacle à la mobilité ou alors aux contraintes liées à la mobilité. Dès lors, toute la question est celle de savoir quelle est la place qu'accorde notre droit à la mobilité du plaideur étranger ou alors domicilié à l'étranger. Et en d'autres termes, est-ce que cette mobilité occupe une place importante, déterminante dans l'organisation du procès? Dans le cadre donc de ma présentation, je m'intéresserai davantage au procès civil et à l'analyse de deux tendances semblent émerger. La première tendance est celle qui découle des règles même du procès civil. Et lorsqu'on les scrute, puisqu'elles sont censées organiser la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger, on constate qu'elles accordent de moins en moins d'importance à la présence physique des parties au procès, ce qui est donc de nature à limiter la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger. Et de ce point de vue, on peut donc considérer qu'organiser la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger est une préoccupation déclinante au regard des règles du procès civil. La seconde tendance, quant à elle, émane plutôt des règles relatives aux droits des étrangers, qui sont censées assurer donc l'effectivité de cette mobilité. Et force est de constater que, face au silence du législateur, je reviendrai sur ce point, eh bien, la jurisprudence a dû donc préciser dans quelles modalités, dans quelles conditions on pourrait délivrer un visa en vue d'un procès qui se déroule sur le territoire français. Et c'est à ce titre que l'on peut donc considérer que assurer la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger eh bien, présente une préoccupation de plus en plus grandissante en droit français. C'est donc de ces deux tendances que j'entends rendre compte pour ma part, eh bien, en montrant qu'organiser la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger est une préoccupation déclinante au regard des règles du droit civil, ce que je démontrerai dans un premier temps, et qu'assurer la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger est une préoccupation grandissante au regard des règles du droit des étrangers, ce que j'envisagerai dans un second temps. Dans un premier temps, donc, organiser la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger, une préoccupation déclinante en droit du procès civil. Certes, en droit du procès civil, il existe plusieurs règles qui prennent en compte l'extranéité d'une des parties au procès. Tel est notamment le cas des règles relatives à la notification internationale des actes de procédure qui favorisent justement la prise de connaissance par la partie qui se retrouve en dehors du territoire français et bien de l'existence d'une procédure engagée contre elle. Et on peut également citer les dispositions du Code de procédure civile, notamment les articles 642 et suivants, qui s'appliquent au délai de distance, qui permettent donc à la partie domiciliée à l'étranger de bénéficier d'un temps supplémentaire dans l'accomplissement de certains actes de procédure. Mais il me semble, à bien y regarder, que ces règles sont résiduelles lorsqu'on les compare à la tendance générale de la procédure civile. Et cette tendance générale est beaucoup plus, ou alors cette tendance s'oriente davantage vers une limitation de la mobilité des parties et plus spécifiquement de la partie domiciliée à l'étranger. Et deux traits, ou alors deux éléments permettent de retenir l'attention, ou alors retiennent particulièrement l'attention dans ce sens. Le premier élément, c'est la représentation obligatoire par un avocat qui tend à se généraliser dans le procès civil, ce que j'aborderai d'une part, mais également la généralisation de la procédure sans audience, ce que j'évoquerai dans un deuxième temps. Alors, en ce qui concerne l'extension donc de la représentation obligatoire par avocat, la particularité de la réforme de la procédure civile en 2019, c'est qu'elle a profondément modifié la physionomie du procès civil. Et l'article 4 de cette ordonnance, eh bien de ce décret, autant pour moi, précise que, évidemment, les parties doivent être représentées
par un avocat, et cette règle s'applique notamment devant le tribunal judiciaire et bien d'autres juridictions. Et on sait que la caractéristique principale de la représentation par avocat, eh bien, c'est que la partie, en quelque sorte, est effacée dans la gestion de son procès, puisque tous les actes de procédure sont exclusivement accomplis par son mandataire. Donc, ainsi, pour un procès qui se déroule en France, la partie domiciliée à l'étranger, qu'il s'agisse du demandeur ou du défendeur, doit donc confier l'entière défense de ses intérêts à un avocat exerçant sur le territoire français. Et de ce point de vue, on se rend compte donc justement que la mobilité est limitée parce que c'est lorsque le défendeur réside à l'étranger, il est également tenu, dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation, eh bien, de constituer avocat sur le territoire français. Ce qui peut un peu, à mon sens, poser des difficultés compte tenu du dépaysement. À supposer un défendeur qui se retrouve aux États-Unis et qui est engagé dans une procédure qui se déroule en France, lui accorder un délai de 15 jours pour pouvoir constituer un avocat, eh bien, me semble assez dérisoire, compte tenu évidemment de cette distance, qui est non simplement une distance géographique, mais également une distance intellectuelle face donc au fonctionnement du système juridique français. Et donc, de ce point de vue, on se rend compte que l'obligation donc de constituer avocat exerçant sur le territoire français empêche, ou à tout le moins rend moins nécessaire, eh bien, la comparution personnelle de la partie domiciliée à l'étranger. Étant précisé, évidemment, que cette constitution d'avocat emporte élection de domicile, je pourrais revenir sur les conséquences de cette observation-là. Et globalement, donc, lorsqu'on est représenté par un avocat, eh bien, la présence devient tout simplement facultative. Il y a donc une limitation de la mobilité. Je vais aborder maintenant l'aspect relatif à la généralisation de la procédure sans audience. La présence à l'audience, qu'on appelle également donc la comparution, est un élément central puisqu'elle permet aux parties de discuter de leurs prétentions devant le juge. Mais l'on observe dans le Code de procédure civile eh bien, un recul de l'audience, puisque depuis la réforme introduite en 2019, le Code de l'organisation judiciaire précise en son article L212-5-1 eh bien, que devant le tribunal judiciaire, les parties peuvent consentir à ce que la procédure se déroule sans audience. Et s'il n'y a pas d'audience, il n'y a donc pas la possibilité de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se déplacer pour comparaître devant le juge. Mais la question de la procédure sans audience est assez préoccupante, dans la mesure où, si l'on envisage comme un moyen permettant aux juridictions d'être efficaces, donc de traiter rapidement les dossiers, eh bien cela peut avoir des conséquences sur les droits de la défense. D'ailleurs, certaines dispositions de la loi de 2020 eh bien, précisent que le juge peut, dans certains cas, obliger les parties eh bien, à tenir la procédure sans audience. Et dans ce cas, justement, il y a la question des droits de la défense qui revient encore sur la table des discussions, puisqu'on se dit que certaines affaires valent mieux d'être entendues que d'être lues, notamment. Donc, et il est intéressant de pouvoir accorder à la partie qui le souhaite la possibilité de défendre personnellement et oralement sa cause devant le juge, au sens, bien évidemment, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable. Et c'est justement dans cette dynamique de pouvoir être entendu au sens de l'oralité que certains plaideurs domiciliés à l'étranger vont parfois solliciter des visas en vue de comparaître personnellement devant le juge. Et c'est à ce moment-là que justement la question d'assurer la mobilité du plaideur domicilié à l'étranger va se révéler comme étant une préoccupation grandissante sous l'angle du droit des étrangers. Je tiens donc à signaler que je suis dans le second temps de mon intervention, donc qui est consacré à l'aspect droit des étrangers de la mobilité. Et il convient de noter que le Code d'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile français ne consacre aucune disposition à la question de la délivrance des visas en vue du procès, donc des visas que l'on pourrait appeler ad litem, donc en vue du procès. Et cette
ce vide législatif a suscité plusieurs interrogations, en tout cas plusieurs difficultés dans la pratique, de sorte qu'il a fallu attendre l'intervention du Conseil d'État pour avoir une once de lumière sur la question. Donc, le Conseil d'État est donc intervenu, d'une part, pour préciser dans quelles conditions et sous quelles modalités peuvent être délivrés des visas ou alors des titres de séjour en vue du procès, ce que j'évoquerai d'une part, mais on va se rendre compte à l'analyse que ces règles ne semblent pas toujours protectrices des droits de la défense, ce que j'évoquerai d'autre part. Alors sur le premier point, c'est-à-dire à savoir donc la consécration jurisprudentielle d'un droit, entre guillemets, d'obtenir un titre de séjour en vue de la mobilité, je voudrais signaler que lorsque les autorités consulaires françaises qui sont établies à l'étranger sont saisies des demandes de titres de séjour en vue du procès, elles appliquent notamment l'article 5 de la Convention d'application de l'accord de Schengen qui précise donc les modalités de délivrance de ce titre de séjour, notamment en insistant sur les motifs du déplacement, mais surtout sur les moyens financiers de subsistance. Ce qui fait que lorsque un plaideur est contraint à venir répondre d'une action engagée en France, parfois, faute de moyens, eh bien, il trouve sa demande rejetée sur la base de l'application de ces textes. Et donc, dans une affaire dont le Conseil d'État a été saisi et qui a fait l'objet d'un arrêt rendu le 6 juin 2007, eh bien, un étranger avait sollicité auprès des services consulaires français en Algérie un titre de séjour en vue de comparaître devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale en France. Et les autorités consulaires ont estimé qu'il ne présentait pas assez de garanties pour pouvoir obtenir ce visa. Et par conséquent, la demande a été rejetée et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a apporté plusieurs précisions qui, à mon sens, sont fondamentales relativement à la question traitée. Dans un premier temps, le Conseil d'État va préciser que si l'administration consulaire dispose en principe d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant de l'article 6 et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc qui sont relatifs au procès équitable et au recours effectif. Tel est notamment le cas, précise le Conseil d'État, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement devant une juridiction française qui est appelée donc à se prononcer dans le cadre d'un litige qui intéresse cette partie ou alors cet étranger. Et de ce point de vue, les juridictions du fond sont allées jusqu'à reconnaître qu'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français et même d'interdiction de retour sur le territoire français peut se voir délivrer un titre de séjour dans le cadre d'une procédure qui a été engagée en France. Ça, c'était le premier point concernant donc la possibilité de bénéficier de manière générale d'un titre de séjour. Cependant, et le Conseil d'État apporte des cas, ou alors une exception, c'est lorsque la procédure doit faire l'objet d'une représentation obligatoire, ou alors lorsqu'il est permis à la personne étrangère ou alors au plaideur de se faire représenter à l'instance. Dans cette hypothèse, les autorités consulaires ne sont pas tenues de pouvoir délivrer le titre de séjour. Ce qui, à mon sens, pose quelques difficultés que j'évoquerai donc par la suite concernant la garantie des droits au procès équitable. Et c'est donc par là que je vais achever mon propos en observant que, en empêchant ou alors en prévoyant la possibilité d'empêcher un étranger qui voudrait participer personnellement à son procès, comparaître principalement à son procès, de pouvoir obtenir un titre de séjour. Dans ce cas, on risque de porter atteinte à ce droit, le droit d'être entendu notamment, on peut porter atteinte à ces intérêts-là, mais également, et c'est ce qui sera le plus important, je pourrais aborder cette question dans le cadre des échanges, cela pourrait avoir une incidence sur la reconnaissance et l'exécution des décisions prononcées en France dans ces conditions-là, dans le pays d'exécution, notamment lorsque la partie intéressée n'a pas pu prendre part au procès. Donc c'est par là que je vais achever mon propos. J'ai dû aller un peu au rythme de la cavalcade pour ne pas fâcher le président, mais je vous remercie donc de votre attention et reste à votre disposition pour les questions.